Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission Africa Europa, nous parlerons du rôle de la femme dans l'entreprise. Alors, nous avons comme invité sur le plateau Marie de Tilly. Bonjour. Bonjour, Mona. Shuna Loponda, bonjour. Bonjour, Mona. Veni Mouteba, bonjour. Bonjour. Et l'eurodéputé Franck Engel, bonjour. Bonjour. Monsieur Franck Engel, la femme dans l'entreprise est un vaste débat. On parle encore de la question de l'inégalité. Quel est le constat aujourd'hui en Europe? Le constat est qu'il y a inégalité sur plusieurs niveaux et cela est prouvé et avéré. Ce n'est pas facile de le contester. Les inégalités sont de l'ordre pécuniaire. La femme gagne moins, toujours. Statistiquement, je crois que nous sommes dans l'ordre de grandeur d'au moins 20%, à qualification égale et poste égal. Si alors on accède au poste égal, parce qu'un autre problème se situe précisément là, j'ai entendu des féministes dire que l'égalité sera atteinte si, à incompétence égale, c'est plutôt la femme qui accédera au poste que l'homme. Je trouve ça une formule qui traduit probablement bien la réalité. Parce que finalement, nous sommes également encore dans une situation où des fonctions dirigeantes en entreprise sont rarement exercées par les femmes. Vraiment rarement. Et tout cela, idéalement, changerait. Et alors, on peut quand même dire qu'il y a une avancée positive. Quand on prend par exemple en Afrique, qu'est-ce que l'Europe pourrait faire au niveau de la coopération au développement pour donner un coup de pouce au niveau du statut de la femme africaine? Il faudrait déjà de toute façon beaucoup plus de création d'entreprises en Afrique. Et il faudrait peut-être que nous nous orientions vers un modèle de développement où nous ne nous limiterons plus à l'aide, mais finalement au soutien d'un véritable développement économique. Si celui-là avait lieu, de la toute petite entreprise à l'entreprise un peu plus grande. Nous ferons beaucoup de choses pour la promotion des femmes également. Parce que dans le modèle que nous entretenons, les femmes ne sont nulle part. Sauf peut-être en tant qu'infirmières dans des hôpitaux que nous mettons en chantier. Mais moi, ce qui m'a toujours gêné dans la politique de coopération, qui n'en est pas une finalement, c'est que nous faisons du pansement au lieu de faire en sorte, par les moyens dont nous disposerions, que l'économie africaine décolle et crée des emplois, y compris pour les femmes, qui ne seraient plus limités au rôle de donneur de naissance, qui est aujourd'hui encore beaucoup trop fréquemment le leur. D'ailleurs, si on observe les villes africaines un peu plus développées, un peu plus urbanisées dans un sens européen aussi, on constate que les modèles de rôle changent. Moi, je vois rarement de jeunes Ivoiriennes de 30 ans qui viennent se marier et d'acquérir un appartement souhaiter 8 naissances. Très rarement. Celles-là souhaiteront peut-être 2 naissances et pour le reste, rester professionnellement actives, ce qui me semble un modèle à encourager. En tout cas, moi, j'aimerais juste intervenir. Par exemple, pour le cas de l'Afrique, qui est assez complexe, parce que c'est vrai qu'au-delà de l'aspect que vous venez d'évoquer, familial et des naissances, ce que l'on constate, par exemple, pour la République démocratique du Congo, dont je suis originaire, c'est que les femmes entrepreneuses sont très importantes. Je veux dire, c'est une bonne partie de la population. Donc, je pense qu'il faudrait aussi voir des questions d'accès au crédit. Absolument. Parce qu'elles sont... c'est elles qui sont une plus-value économique, et il y en a beaucoup plus que l'on imagine, qui entreprennent, qui sont indépendants dans le secteur agricole, qui s'organisent. Donc c'est très très important de le soulever. Ici, vous avez certes parlé de ce qui concerne l'entreprise, mais moi j'aurais souhaité qu'on parle aussi du politique. Oui, mais avant cela, on va d'abord parler... Pour ça. Déjà, effectivement, la société africaine, elle est d'ailleurs basée en majorité sur le matriarcat, et depuis la nuit des temps, on sait que c'est les mamans qui allaient au champ pour travailler. Shuna Loponda, justement, vous avez initié la campagne Success Divers Story, dont vous êtes présidente de l'ASBL que vous avez créée. Vous pouvez un peu justement expliquer les objectifs
de votre projet? Ben voilà, donc suite à un article paru dans un quotidien, dans un grand quotidien belge, qui traitait de la carence des diplômes et de la pauvreté à Bruxelles, et cet article était illustré par des Noirs et des Arabes. Pour moi, c'était la discrimination de trop, la stigmatisation de trop, auquel n'échappent pas toujours, même les médias. Et cela a fait émerger en moi l'idée d'une campagne qui s'appelle Hashtag de la réussite parmi vous, qui est portée par l'ASBL Success Divorce Story, dont je suis la fondatrice et la présidente, et qui vise en fait à banaliser la réussite au sein des personnes issues de la diversité, à la promouvoir autrement. Et quand je dis banaliser la réussite, c'est pas faire l'éloge de la réussite, parce que quand on entend l'intitulé de la campagne Hashtag de la réussite parmi vous, on peut avoir l'impression que c'est juste faire l'éloge de la réussite. Non, c'est de banaliser pour sortir de l'exception. Quand vous dites en fait une normalité, ce qui est le cas. C'est pourquoi j'ai souhaité mobiliser 18 expertises, 18 talents, allant des chefs d'entreprise à créatrices de maroquinerie, à réalisatrices, productrices télévision, et dont le dénominateur commun est d'être issus de la diversité, et que je présente maintenant au public, que je présente aux décideurs économiques et politiques, car c'est l'une des cibles. Il nous a paru important de faire ce travail de sensibilisation chez les décideurs, déjà au niveau des décideurs économiques, parce que nous devions collaborer avec ceux qui font appel à ces talents, pour leur montrer que lorsque l'on regarde les talents, et rien que ça, des modèles tels que ceux que je présente, et qui sont 18, il y en a foison en Belgique. Il y en a plusieurs. C'est là que je parle de banaliser la réussite. Autre critère important, c'était la parité. C'était très important de rendre visibles les femmes et de rendre visibles les femmes issues de la diversité, qui sont trop souvent, encore aujourd'hui, invisibilisées quand on sort des canevas classiques d'exemplarité, tels que la chanson, le sport. Donc j'ai voulu prendre des femmes qui entreprennent, des femmes chefs d'entreprise, des femmes CEO, des femmes artistes aussi. Et quelles sont les retombées de la campagne? Alors la campagne s'est déclinée en une grosse action d'affichage grâce à des soutiens et à des sponsors et des pouvoirs subsidiants, donc de 400 affiches dans 19 communes de Bruxelles pour l'aspect visibilité de ces profils. On a fait une exposition sur les grilles du Parc Royal de Bruxelles, juste en face du Palais Royal, un symbole très important pour présenter ces profils, ces ambassadeurs de la campagne en présentant leur parcours de vie, pour inspirer les jeunes. Cette exposition a été fort visitée par des écoles. Et c'est assez intéressant d'entendre des élèves dire, voilà, demain j'ai envie de devenir comme Rachid Azaoum par exemple. C'est très intéressant pour nous de pouvoir leur apporter de nouveaux rôles modèles auxquels ils ne pensent pas et auxquels ils puissent s'identifier, pour ceux issus de la diversité et pour les autres qu'ils puissent découvrir et qui aillent au-delà des races et des origines. On fait un travail dans les écoles, dans les hautes écoles et universités pour emmener ces ambassadeurs qui racontent leur parcours, un parcours difficile. Parce que parfois, à compétences égales, les chances ne sont pas les mêmes. Donc, ça n'a pas été... Quel est votre avis par rapport à l'initiative de Shunal Bonda? Je trouve cela excellent, parce qu'au-delà de ce qui vient d'être exposé, j'y perçois un intérêt politique éminent, qui est celui de combattre cette impression qui est entretenue par des milieux populistes que nous avons entre-temps partout, et qui voudrait que l'immigré, ou celui qui a l'air d'avoir, à un moment donné, d'avoir été un immigré, n'est là que pour abuser notre système de sécurité sociale. Si on peut projeter la réalité des gens qui ont une couleur de peau plus foncée et qui contribuent au succès de cette société, qui payent plus d'impôts que d'autres, qui réussissent, qui emploient d'autres, peut-être également des Blancs, qui donc participent à l'entrepreneuriat au sens noble du terme et qui sont dès lors des membres valeureux de la société. Moi, je trouve que cela donne une image positive dont nous avons vraiment besoin. De l'immigration aussi. Oui, tout à fait. Justement, ça change les perceptions. Marie de Tilly, vous êtes coach en business étiquette. Vous faites du coaching à des jeunes femmes, à des personnalités aussi issues de la diversité. Est-ce que vous pouvez parler de votre expérience? Écoutez, oui, moi je coach vraiment à la fois des jeunes femmes issues justement de la diversité, alors dans des banlieues difficiles, et c'est des femmes qui se donnent vraiment beaucoup de mal pour essayer d'y arriver, comme vous disiez très justement tout
à l'heure, d'essayer de changer la perception des choses, parce que la réussite, c'est pas uniquement être joueur de foot ou chanteur de rap ou choses comme ça. Ça, si vous voulez, je trouve ça trop facile de montrer ce genre d'exemple. Et finalement, même nous, blancs, quelque part, ça nous arrange aussi. Alors qu'au contraire, je pense qu'il y a une autre façon de réussir et de s'intégrer dans la société. Et je pense que mon travail de coacher tous ces jeunes qui ont vraiment envie de s'en sortir, qui travaillent souvent 2 fois plus que d'autres jeunes qui ont peut-être plus de chance, ça fait du bien et ça change la perception des choses. D'autre part, c'est vrai que dans mon travail aussi, dans mon travail de coaching, je travaille en Afrique et j'ai à la fois des hommes, des femmes. Ma prochaine mission, je fais beaucoup en Côte d'Ivoire. Justement, vous avez parlé de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Et c'est vrai qu'une des choses qui m'a le plus surpris par rapport à nous en France, c'est que les femmes africaines sont excessivement entrepreneuriales et ont envie de bouger les choses. Elles n'ont plus envie d'avoir 10 enfants, elles n'ont plus envie d'être un ventre uniquement. Et elles ont envie de changer et elles se bougent, elles sont beaucoup plus dynamiques. Ça m'a vraiment non seulement fait très très plaisir, mais surtout ça m'a donné une leçon, parce que nous en France on passe notre temps à se poser des questions. Mais comment je vais faire 3 business plans, je vais faire avant de se lancer. Alors c'est vrai qu'on a une administration qui est quand même assez compliquée. Et difficile à nier, effectivement. Mais en Afrique, surtout Côte d'Ivoire, tout ce genre, Afrique de l'Ouest, c'est des femmes qui nous montrent l'exemple. Et je suis très fière de participer à tout ce genre de coaching. Et d'ailleurs, j'y retourne bientôt pour parler de la femme et coacher avec des femmes entrepreneuriales et des femmes qui vont être CIO ou qui le sont déjà. Et c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et je suis ravie de vous rencontrer parce que c'est formidable ce que vous faites. Veni Mouteba, avec l'Internet, on assiste à l'émergence de nouveaux métiers qu'il faut prendre au sérieux. Oui. Donc, on sait aujourd'hui que 75% des internautes achètent un produit du fait de la publication d'un influenceur. Donc, vous êtes une influenceuse, vous n'aimez pas trop le terme influenceuse, mais pouvez-nous parler de ce phénomène? Alors, oui, c'est vrai que moi, j'ai commencé à bloguer, exactement, il y a 10 ans. Donc, du coup, j'ai commencé par un petit blog et ensuite qui a monté au fur et à mesure. Donc, je suis passée à 20, 30 000, 50 000 personnes qui me suivaient. Et ensuite, il y a eu aussi les nouveaux outils qui ont apparu parce qu'à l'époque, c'était vraiment du Skyblog. Et puis, il y a eu Facebook et Instagram qui est arrivé. Et moi, j'avais déjà remarqué à l'époque que quand je mettais un produit, je disais que j'avais acheté un produit dans tel magasin ou dans telle boutique sur Internet, et 1 heure ou 2 heures après, le produit était en rupture de stock. Donc, et là, je me suis dit, waouh, ça veut dire que... C'est un talent. En fait, non, j'ai compris que les gens prenaient de l'importance en fait à ce que je montrais. C'est-à-dire que si je montre un truc et qu'il marche, moi aussi je veux l'acheter parce qu'ils ont confiance en moi en fait. Il y a aussi ce côté-là. Oui, c'est vrai. Effectivement, vous avez dû aussi, à mon avis, dans votre parcours de blogueuse ou d'influenceuse, montrer qu'on pouvait avoir confiance en vous. Bien sûr, parce qu'à l'époque, quand moi j'ai commencé à bloguer, il n'y avait pas de partenariat. C'est-à-dire qu'on achetait nos affaires nous-mêmes, on n'avait pas de campagne derrière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a complètement évolué. Ça veut dire que je peux mettre un article, mais c'est une campagne en fait. C'est pas, je ne l'ai pas acheté. Voilà, c'est ça. Oui, mais à la fois, ça veut dire qu'on ne croit plus en la publicité, mais on suit une personne
Qui nous fait confiance. C'est ça. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est quel est votre cœur de cible? Est-ce que c'est la personne de la diversité ou est-ce que c'est un peu tout le monde? Alors, malheureusement, on ne peut pas choisir parce que du coup, on n'a pas une ligne éditoriale en fait. En fait, ça reste, comme on dit en anglais, du lifestyle en fait. On ne choisit pas qui nous suit. C'est-à-dire, par contre, en termes de profil, c'est vrai que pour avoir organisé des événements pour des marques ou pour moi avoir approché des blogueuses pour des marques, les profils sont assez différents. C'est-à-dire on peut avoir la fille de 16 ans ou la maman de 35 ans. Et moi, en fait, ça a complètement évolué parce qu'au moment où je suis devenue maman, en fait, j'ai attiré plus de mamans. D'accord. Voilà, donc en fait, j'ai évolué avec mes fans. J'en ai introduit aussi d'autres. Donc c'est en termes de diversité de profils, il y en a tellement. On en trouve tellement que... Et puis, on n'a pas forcément fait d'études, en fait, de sondage. On n'en fait pas parce qu'on sait que les gens viennent de partout, déjà. Françoise, que pensez-vous justement de ce phénomène d'influenceurs quand on dit que 75% des internautes, il suffit, hop, elle publie rupture de stock? Je trouve cela fabuleux. Je trouve surtout fabuleux C'est positif pour l'économie, pour vous? Probablement, mais... Vous voyez, la publicité, on a toujours eu ça. Sauf que ça s'est décliné de façon différente au fil de l'évolution technologique aussi. Il y a un virage. Moi, je me souviens, comme enfant, on regardait de la publicité à la télé qui utilisait aussi, bien évidemment, des célébrités à l'époque, qui n'étaient pas appelés influenceurs, mais qui l'étaient, bien évidemment. Et si un champion de Formule 1 ou un footballeur ou un je ne sais pas quoi, un mannequin, bien évidemment, pour les femmes, une chanteuse, des fois, présentait quelque chose, je suppose que ceux qui étaient derrière le produit s'attendaient à ce que cette démarche qui leur coûtait de l'argent leur rapportait plus d'argent. Hein. Donc, le fait que des gens mis en exergue, de préférence déjà connus, mais votre exemple, je crois, prouve que l'on peut s'occuper de cela aujourd'hui soi-même, d'acquérir un degré de notoriété qui ensuite entraîne de nouveau le succès qu'on peut avoir. À l'époque, on avait simplement recours à des gens qui étaient devenus célèbres par quelque chose d'autre. Ouais. Sport, art, cinéma, je ne sais pas quoi. Et on s'appuyait sur la notoriété de cela pour que l'on puisse écouler mieux quelque chose qui autrement se serait écoulé moins bien. Moi, je suis immunisé contre ça. Je le confesse, je n'ai jamais rien acheté pourquoi de la publicité spécifique aurait été faite. Mais c'est à double tranchant. Mais ce n'est pas un point d'honneur non plus. Hein. Je dis simplement que je ne le fais pas, mais j'accepte que plus il y a d'individualisme en société, plus on a envie de suivre des groupes et des troupeaux. C'est intéressant à observer. Mais c'est très intéressant parce que quand on prend donc votre exemple, avant quand même, c'est tout à fait ce que vous disiez, c'était une personne qui avait travaillé, qui était un artiste, qui était quelqu'un de connu. Qui était déjà quelqu'un de connu. Oui, qui était déjà quelqu'un de connu. Et là, ce qui est incroyable, et si on voit notre virage, donc on n'a pas à le juger, ça se passe comme ça maintenant, on a une personne qui n'est absolument pas connue, hein. Vous n'étiez pas connue quand vous avez commencé. Et puis tout d'un coup, parce que vous avez mis, j'imagine, des photos, posté des photos plutôt sympathiques. Oui, voilà, des photos. Après, c'est aussi une femme dans la vie de tous les jours, qui vit à peu près la vie de pas mal de monde. Et finalement, vous allez dépasser de vous-même, vous allez faire... justement le vide d'un article, enfin, c'est incroyable. Oui, moi, ça me paraît intéressant. J'allais demander justement, est-ce qu'on peut dire par rapport au témoignage de Véni que Internet permet justement de la visibilité, de révolutionner, c'est ce que je voulais, permet les self-made, c'est-à-dire permet une émergence de self-made. C'est ce que je retiens au-delà du côté superficiel que ça peut montrer. On ne va pas se mentir. Les clés de l'influence, c'est la visibilité. Exactement. Donc, elle a justement, elle a eu l'intelligence de pouvoir saisir cette opportunité utilement. Elle et pas une autre. Non, mais elle l'a fait. Et ce que l'on parle, c'est les retombées que ça a, c'est une certaine influence, parce que comme je le dis, pour moi, les clés de l'influence, c'est la visibilité. C'est pour ça que pendant très longtemps, c'est quelque chose qui était nié aux femmes, en fait, et annihilé. C'est cette forme de visibilité-là pour pas qu'elle ait une certaine influence. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les personnes issues de la diversité, hommes ou femmes, manquent de visibilité aussi, parce que derrière ça,
il y a aussi un problème d'influence qu'on leur refuse. D'où la campagne que nous menons et qui se présente au départ aussi comme une campagne de marketing sociétal et qui rend visible ceux que l'on invisibilise. Moi, ce que j'aimerais poser comme question, c'est qu'Internet, c'est quand même un terreau fertile en termes de misogynie et de racisme. Si vous, en tant qu'influenceuse, blogueuse, vous avez ce sentiment que sur Internet, il y a une certaine parole qui s'est libérée. Bien sûr. Moi, déjà, du coup, pour rebondir à votre question, pourquoi moi et pas les autres, c'est parce que déjà, je crois que c'était mon profil, c'est-à-dire mon vécu, le fait que je sois une jeune femme noire qui ait fait des études, du coup, qui partageait aussi diverses idées en fait sur ce qui se passait au niveau de la société, donc a fait que les gens se sont identifiés à moi. Voilà, c'est ça qui est intéressant de savoir. Pourquoi vous, en fait finalement, c'est votre parcours. Oui, voilà, c'est mon parcours, c'est-à-dire que à ma perte de poids de 20 kilos, à ma grossesse, voilà, des difficultés c'était ça, c'est tout partagé. C'est ça, c'était vraiment ce côté-là en disant je m'identifie à elle parce que déjà elle vient du Congo ou parce qu'elle est noire. En fait, c'était tout ça. Et toute la partie aussi entrepreneuriale que j'ai eue derrière a fait que les gens ont dit oui, c'est vrai que donc vous avez quand même un public ciblé par rapport à une origine. Oui, aussi. Mais ce que je retiens, c'est pour ça que je dis que c'est assez divers parce qu'il n'y a pas que. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des femmes blanches aussi qui se reconnaîtront parce qu'elles aiment bien la mode, pour certains trucs, mais pour des sujets assez précis. Par exemple, pour le Congo, oui, c'est vrai que je vais attirer que des Congolais ou des Congolaises. Sur ce terrain-là. C'est pour ça que je reste assez diverse. En fait, je ne m'enferme pas aussi sur un profil. J'évite aussi de me fermer sur un profil parce que, déjà, par mon métier, parce qu'aujourd'hui, quand je contacte des influenceuses, d'autres influenceuses, pour pouvoir faire de la publicité pour d'autres marques, c'est des profils assez différents. Donc, vous essayez, votre profil est très glamour. On est loin du storytelling de vie de la maman. Voilà. Votre profil est quand même très glamour. C'est pas non plus je dirais, c'est une forme. C'est pas tout à fait la réalité. Enfin, on n'est pas tout le temps apprêté comme ça au quotidien. Donc, vous vendez du rêve aussi. C'est pas que votre vie. En fait, oui. C'est vrai qu'on a tendance à idéaliser les choses. C'est vrai que je vais prendre un truc assez bidon. J'ai accouché. 5 jours après, je portais un jean taille 36. C'est-à-dire que là, les gens se sont dit, ah oui, c'est pas que les stars. Oui, c'est vrai que derrière, il y a eu un travail parce que j'ai fait du sport en étant enceinte. À l'hôpital, j'ai peut-être pas mangé, j'ai bu des soupes pour pouvoir rester mince. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on fait parce qu'on dit c'est notre image. On ne peut pas dire aussi aux gens que oui, on est débordé. Après, c'est vrai que j'ai abordé aussi certaines sujets en disant que oui, on peut faire un burn-out en étant maman, parce qu'on veut tout bien faire. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que vous montrez les difficultés et les difficultés que la vie vous apporte. Bien sûr, c'est ça. Et je pense que c'est ce côté-là, enfin moi c'est ce côté-là que je retiens chez vous. C'est ce côté, finalement, je me dépasse et je reste élégante. C'est ça. Moi, je pense... En plus, dans mon domaine, l'élégance et le coaching, c'est vrai que je trouve ça formidable. Oui, c'est ça. Parce que je comprends. Et alors, ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est le fait de me dire, je suis une jeune femme noire congolaise, mais je ne reste pas dans ce créneau-là. Et ça, je trouve ça vraiment bien de vouloir justement... On est des femmes, qu'on soit noire, qu'on soit blanche, qu'on soit rouge, qu'on soit verte. On est des femmes. D'abord des femmes. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça, parce que le burn-out... Il ne faut pas rester dans le côté « je suis dans mon petit milieu ». Justement, par rapport à ça, Chouna est aussi un exemple. Elle a été, jusqu'il y a 2 semaines, porte-parole du musée juif de Belgique. Donc, vous pouvez un peu parler de ça. Mais il faut dire que ma carrière a toujours été un petit peu... J'ai toujours été là où on ne m'attendait pas. À l'époque, quand j'ai commencé en télévision, on n'était pas nombreux. J'étais aussi, je me souviens que Le Vlan avait titré, voilà, je ne sais plus, c'était un sourire noir sur écran blanc, en disant l'une des premières femmes noires dans une chaîne publique. Enfin, avant le musée juif de Belgique, j'ai souvent été en tant que femme et en tant que femme noire dans des lieux où on n'attendait pas, parce que je trouve qu'il faut faire preuve d'audace et aller au-delà, de pas se mettre des barrages soi-même en termes du fait que je suis noire ou quoi que ce soit. Mon premier stage en journalisme, je l'ai fait au magazine L'Événement.
Et je me souviens d'ailleurs que le directeur de la haute école où j'étais m'avait dit « Mais Chouna, vous n'y pensez pas, c'est déjà difficile pour les Blancs eux-mêmes. » Alors, mais j'ai foncé. Je me suis dit « Qu'est-ce que je perds ?» J'y vais. C'est la seule chose qui aide finalement. Voilà, et j'y suis rentrée. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est important, je pense, que les femmes, et surtout les femmes issues de la diversité, pas que les Noirs seulement. Ouais. On a les femmes originaires du Maghreb aussi, de ne pas se mettre des barrières elles-mêmes. Non, mais oui, on est confrontés. C'est finalement là aussi une partie du problème que nous essayons de confronter par des décisions politiques et législatives et où nous aboutirons partiellement, au mieux, simplement parce que je constate qu'il y a trop peu de femmes qui font exactement ce que vous décrivez. Oui. Il y a trop peu de femmes qui se disent « mais oui, je suis née femme, d'autres sont nés hommes, nous sommes à peu près la même quantité en société, et dès lors, peu importe ce que je suis, je veux quelque chose, je veux l'atteindre, et je m'efforce pour le faire. Il n'y a aujourd'hui plus personne qui nierait à une femme l'éducation qu'elle veut. Déjà une bonne chose. Avec cette éducation qu'elle a voulu, elle peut faire ce dont elle a envie par la suite. Au lieu de se laisser, au lieu de s'auto-limiter aussi dans l'aspiration, dans l'ambition, dans le rôle qu'on peut jouer ou qu'on ne doit peut-être pas jouer parce qu'on croit que les convenances ne le permettraient pas. Les convenances n'existent plus, ces convenances-là. Aujourd'hui, nous, hommes, ces trucs blancs d'un certain âge qui avaient tendance à dire « Oh, la petite a réussi », on ne fait plus ça. Non, au contraire, on se dit, mais c'est bien finalement que nous ne soyons plus entre nous. Parce qu'on réalise aussi que dans certains environnements, sans doute, l'atmosphère et la qualité du travail s'est grandement améliorée du fait qu'il n'y a plus que des types blancs. Oui. Voilà. Monsieur Beng, pourquoi est-ce que les femmes, justement, il y en a très peu qui ne font pas ça? Parce qu'il y a un déficit de rôle modèle. Parce qu'elles n'ont pas de rôle modèle auquel s'identifier. C'est pour ça que dans cette campagne hashtag de la réussite parmi vous, nous proposons des histoires vraies, des histoires au féminin, avec de nouveaux rôles modèles auxquels ces femmes puissent s'identifier et se dire, voilà, si elles sont arrivées, si nous avons des femmes telles que, par exemple, Mona, qui est réalisatrice, y est arrivée, ah tiens, pourquoi pas moi? Il faut des rôles modèles. Et j'ai bien aimé justement le fait que vous parliez d'audace, parce que c'est vraiment, je trouve, un adjectif qui va bien à la femme, parce qu'elle est souvent audacieuse. On nous a tellement cantonnés dans des rôles depuis des générations, des siècles, et le fait de prendre la parole, le fait d'avancer, le fait de réussir. Alors moi, ce que j'aime bien justement de ce que vous faites aussi, c'est que vous montrez des femmes de la vie de tous les jours, pas uniquement des stars, la grande... Non, quand je parle de stars, c'est pas uniquement stars de la chanson, mais des stars même de grandes réussites. Et je trouve ça formidable justement de voir qu'il y a des femmes qui réussissent. Réussir, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est pas être connu. C'est pas être connu, c'est pas gagner des millions. C'est pas ça uniquement la réussite. La réussite, c'est finalement être bien dans sa peau et arriver à être fier de ce qu'on fait. Et finalement, c'est ça la réussite. Tout à fait. Et pas renoncer à ses rêves, se fixer des objectifs et les atteindre. Voilà. C'est la démocratisation de la réussite d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Parce que, tant mieux. À la fin du compte, ça fait des dizaines d'années que nous admirons, hommes inclus, des femmes stars au cinéma, au théâtre, dans les arts, de grandes chanteuses d'opéra. C'était ça la réussite. Entre vaguement finir le lycée, avoir un petit boulot quelque part et essayer de faire sa vie, et ça, il y avait très peu de choses. Il y avait beaucoup trop de différences. Et aujourd'hui, heureusement, réussir, ça veut effectivement dire exactement ce que vous venez de décrire. Se sentir à l'aise, se sentir bien, être heureux dans ce qu'on fait, parce qu'on fait quelque chose. Oui, être épanoui. On arrive malheureusement à la fin donc, de notre émission. Je pense que cet échange a été constructif et on a retenu donc qu'il faut de l'audace, il faut des exemples, il faut oser, il faut motiver. Et donc voilà, et merci d'avoir participé à Africa Europa et bien entendu vous êtes les bienvenus pour une prochaine émission. Merci. Merci. Merci, Mona.